Les rues de Tokyo étaient désertes, sauf pour quelques lumières de lampadaires et des enseignes néons clignotantes des magasins ouverts 24h24. Yuki, enveloppé dans un épais manteau et un châle autour du cou, marchait vers une petite épicerie. L'air glacial de la nuit traversait ses vêtements, et le bruit de ses pas résonnait sur le trottoir mouillé. L'odeur de l'asphalte humide se mélangeait au parfum de café chaud qui s'échappait du magasin, tandis que la ville silencieuse et déserte apportait une sensation de calme avant le chaos quotidien. En entrant, le tintement de la sonnette de la porte brisa le silence. Elle prit une bouteille d'eau et un paquet de biscuits, mais hésita en remarquant une enveloppe brune au sol, partiellement cachée derrière le comptoir. Le caissier, un homme d'âge moyen aux yeux fatigués, secoua la tête lorsqu'elle demanda si l'enveloppe appartenait à quelqu'un. Yuki la glissa dans sa poche, intrigué par le timbre fané représentant une ancienne fontaine. À la maison, sous la faible lumière d'une lampe de chevet, elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une photo délavée de la fontaine de Trévi et une note manuscrite. L'eau ne ment jamais, mais les désirs ont un prix. L'écriture était irrégulière, comme si elle avait été faite à la hâte. Au verso de la photo, il y avait des coordonnées géographiques et une date, le 23 septembre 1943. Yuki passa la nuit à faire des recherches, essayant de relier la fontaine à des événements historiques de cette époque. Elle trouva des documents sur un bombardement allié à proximité, mais rien de spécifique sur le monument. Vers 3 heures du matin, elle trouva un message crypté sur un forum en ligne mentionnant un artefact enterré sous les ruines du temple de Vénus près de la fontaine. Le lien était fragile, mais suffisant pour la faire réserver un vol pour Rome le lendemain matin. À l'aéroport de Fiumicino, Yuki rencontra Luca, un archéologue italien qui répondit à une annonce vague qu'elle avait publiée quelques heures plus tôt. Il portait une vieille mallette en cuir et avait une expression sceptique à peine dissimulée. « Pensez-vous vraiment que ce n'est pas une perte de temps ?» demanda-t-il, en montrant la photo du monument. Yuki ne répondit pas. Ils se rendirent au centre historique, où le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur les statues de la fontaine de Trévi. Luca expliqua que le temple de Vénus se trouvait à moins d'1 kilomètre de là, mais que les ruines étaient fermées pour rénovation depuis des années. Officiellement, ajouta-t-il avec un sourire ironique. Au crépuscule, ils escaladèrent un petit mur et pénétrèrent dans le site, ignorant les panneaux « Danger ». Le sol était recouvert de pierres détachées et de restes de colonnes. C'est alors que Luca trébucha sur quelque chose de métallique, une petite boîte à musique poussiéreuse avec une clé rouillée fixée à un coin. Lorsqu'ils la remontèrent, une mélodie désaccordée remplit l'air, une version déformée de « Bella Ciao ». Yuki la reconnut immédiatement. C'était la même musique que sa grand-mère lui chantait lorsqu'elle était enfant. La coïncidence la fit frissonner. Luca examina la boîte et remarqua des inscriptions en latin sur le dessous, « Eau du destin, miroir de l'âme ». Pendant qu'il notait les symboles, un homme en noir les observait de loin, parlant au téléphone. Le lendemain matin, Yuki et Luca se rendirent aux archives secrètes du Vatican, où un vieil employé, après de longues négociations, leur permit de consulter des documents du XVIIIe siècle. Parmi les registres de dons et d'inventaires, ils trouvèrent une mention d'une urne à 3 clés liées à des rituels païens pour changer le destin. La description correspondait à la boîte à musique, sauf pour un détail. L'artefact original devait avoir 3 fermetures, et non une seule. En sortant, ils virent le même homme en noir en conversation avec un garde. Cette nuit-là, ils décidèrent de tester la boîte. Ils remplirent un bol avec de l'eau de la fontaine de Trévi et y placèrent l'objet. La musique, auparavant désaccordée, résonna claire et harmonieuse, et l'eau commença à former des motifs géométriques à sa surface. Yuki vit des images fugaces. Sa mère, décédée des années auparavant, souriant dans un jardin. Luca plus âgé tenant un vieux livre, une figure sombre dans un couloir de pierre. Lorsqu'elle tenta de toucher l'eau, une douleur aiguë traversa son bras, et elle recula effrayée. Luca suggéra que la boîte pourrait être une sorte d'appareil de communication ou de projection, peut-être liée aux théories quantiques sur l'eau comme moyen de stockage d'informations. Mais Yuki savait qu'il y avait autre chose. Cette nuit-là, elle rêva d'une fontaine sèche, ses eaux remplacées par du sable, et une voix murmura « Le pacte exige un miroir ». Le 3e jour, ils suivirent les coordonnées de l'enveloppe jusqu'à un entrepôt abandonné sur les rives du Tibre. Là, ils trouvèrent une réplique parfaite de la fontaine de Trévi en miniature, sculptée dans du marbre noir. Sous la base se trouvait un compartiment secret contenant un journal du XIXe siècle. Les pages décrivaient des expériences avec l'eau de la fontaine utilisée pour modifier les souvenirs et influencer les événements futurs. L'auteur mentionnait un sacrifice nécessaire pour activer la puissance totale de l'artefact,
un reflet véritable, une âme offerte en échange d'un désir. Yuki réalisa que la boîte à musique était la première clé, la fontaine miniature la seconde, et le miroir probablement le troisième élément manquant. Pendant qu'ils discutaient, l'homme en noir apparut, accompagné de 2 gardes du corps. Il se présenta comme Valerio, représentant une organisation qui surveille les artefacts historiques dangereux. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites, » dit-il, tendant la main vers la boîte. Yuki recula. Valerio soupira. L'eau de la fontaine peut réécrire les réalités, mais elle exige toujours un prix. Chaque désir exaucé enlève quelque chose à celui qui le fait. Yuki pensa à sa mère et au vide qu'elle ressentait encore, même après tant d'années. Elle se demanda si cela valait la peine de révéler, même si cela signifiait perdre une partie d'elle-même. Lucas, quant à lui, voyait une chance de résoudre un mystère scientifique sans précédent. Alors que le soleil se couchait, la fontaine miniature commença à vibrer et l'eau dans le bol que Yuki portait déborita, formant des runes sur le sol. Valerio s'approcha, mais Yuki, dans un élan, jeta la boîte dans l'eau. La mélodie résonna forte et déformée, et pendant un instant, toutes les ombres de l'entrepôt s'allongèrent, comme si elles observaient. Lorsque la musique cessa, la boîte avait disparu et Yuki sentit une étrange légèreté, comme si quelque chose en elle avait été libéré. Lucas regarda le vide, pensif. Peut-être que le vrai mystère n'est pas ce que fait la fontaine, mais ce que nous sommes prêts à perdre pour le découvrir. Yuki ne répondit pas. Elle mit le journal dans son sac et sortit, sans savoir si elle avait pris la bonne décision. L'écho de la mélodie flottait encore dans l'air lorsque Yuki et Lucas quittèrent l'entrepôt. L'eau dans le bol, maintenant immobile, semblait garder des secrets. Valerio les suivit en silence, gardant ses distances, mais sa présence était une ombre constante. Cette nuit-là, dans un petit hôtel près du Panthéon, Yuki feuilleta le journal du XIXe siècle, traduisant des passages avec l'aide de Lucas. Les pages parlaient d'un rituel où l'eau de la fontaine de Trévi était utilisée pour écrire de nouveaux destins, exigeant un sacrifice, un fragment de l'âme de l'utilisateur emprisonné dans un objet réfléchissant. « Un miroir », murmura Lucas, reliant les pièces. Le troisième élément doit être un ancien miroir, peut-être lié à la fontaine elle-même. Yuki se souvint de la statue de Neptune à l'extrémité nord de la fontaine, tenant un miroir de bronze rongé par le temps. Le lendemain matin, ils retournèrent au monument avant l'aube, lorsque le site était vide. Le miroir de Neptune était fissuré, mais il reflétait encore une image déformée. En touchant la surface, Yuki sentit un courant électrique traverser son bras et, pour un instant, elle se vit dans une robe du siècle dernier, entourée de figures qu'elle ne reconnaissait pas. Lucas, en analysant la base de la statue, trouva une inscription presque effacée, ce qui est donné à l'eau, l'eau le rend multiplié. Pendant qu'ils discutaient du sens, Valerio apparut, cette fois sans les gardes du corps. « Vous jouez avec quelque chose de plus grand que vous, » dit-il, sa voix plus fatiguée que menaçante. Chaque personne qui a tenté d'utiliser ce pouvoir a fini par disparaître ou pire. Il montra des photos anciennes de personnes associées aux artefacts. Un scientifique du XIXe siècle retrouvé mort dans une rivière, une femme disparue après avoir écrit sur des voix qu'elle entendait dans l'eau. Mais Yuki ne recula pas. Et si nous pouvions briser le cycle? Utiliser la boîte, le miroir et la fontaine pour rediriger le prix? Valerio rit sans humour. Le prix n'est pas négociable. C'est un échange direct. Vous voulez faire revivre votre mère? Très bien. Mais quelque chose en vous mourra dans le processus. Peut-être votre mémoire, votre identité ou quelque chose que vous ne savez même pas avoir. Ignorant l'avertissement, Yuki et Lucas se dirigèrent vers la basilique Saint-Pierre aux Liens, où un moine âgé leur parla d'un reliquaire volé pendant la Seconde Guerre mondiale, un miroir en obsidienne utilisé dans les rituels païens, censé être capable de capturer les reflets de l'âme. Le reliquaire, selon les rumeurs, était caché dans une chambre souterraine sous la basilique. À minuit, avec l'aide d'une carte dessinée par le moine, ils descendirent par un passage étroit derrière l'autel. L'air était humide, et le bruit de l'eau qui tombait remplissait le tunnel. Au bout, ils trouvèrent une salle circulaire aux murs couverts de mosaïques décrivant des scènes de sacrifice. Au centre, sur un piédestal de pierre, se trouvait le miroir en obsidienne, sa surface opaque et froide. En le touchant, Yuki revit la figure sombre de l'entrepôt, cette fois plus claire. C'était une femme vêtue de noir, tenant une réplique de la boîte à musique. « Elle a été la première », murmura la voix du rêve précédent. « Elle a payé le prix, mais elle n'a pas respecté le pacte. » Avant qu'ils puissent réagir, le passage derrière eux s'effondra, bloquant la sortie.
La seule lumière provenait du miroir, qui brillait maintenant d'une teinte bleutée. Lucas, en examinant les murs, remarqua que les mosaïques changeaient lorsque la lumière du miroir les frappait. « C'est une carte, dit-il. Elle montre comment combiner les trois éléments. » Hésitante, Yuki plaça la boîte à musique devant le miroir. L'eau du bol qu'elle portait commença à tourner en spirale, et la mélodie de la boîte résonna en harmonie avec le son ambiant. La figure disparut, mais Yuki sentit une étrange légèreté, comme si quelque chose en elle avait été libéré. Elle regarda autour d'elle, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Le monde semblait plus clair, mais aussi plus vide. Lucas, à ses côtés, semblait dans un état de choc, comme s'il essayait de tout traiter. Ils marchèrent en silence, les fragments du miroir devenant de plus en plus lourds dans son sac. Cette nuit-là, Yuki retourna à l'hôtel et ouvrit le journal du XIXe siècle, lisant les pages attentivement. Les mots semblaient résonner dans son esprit, comme s'ils étaient vivants. Elle réalisa que l'eau de la fontaine de Trévi n'était pas seulement un symbole, mais une force ancienne, liée à des secrets qui dépassaient le temps. La boîte à musique, le miroir et le journal étaient des parties d'un tout, et elle faisait maintenant partie de ce cycle. Mais ce qu'elle avait perdu, et ce qu'elle pouvait encore gagner, le lendemain, elle décida de quitter Rome. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester, car le passé l'appelait et l'avenir semblait incertain. Avant de partir, elle déposa les fragments du miroir dans la fontaine de Trévi, comme si elle voulait rendre quelque chose qui ne lui appartenait pas. En le faisant, elle sentit une vague de chaleur parcourir son corps, et pour un instant, elle vit sa mère sourire dans le reflet de l'eau. Lorsque l'image disparut, elle sut que le voyage était terminé, ou peut-être, il venait tout juste de commencer.